Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Géraldine. Salut Géraldine, Salut Nicolas, comment tu vas? ça va et toi? Très très bien. Content de t'avoir ici dans les studios pour qu'on puisse s'intéresser à qui tu es et ce que tu proposes aussi, qui tu es, ce que tu fais. Donc peut-être pour commencer, première question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu diras à ton propos? Qui est Géraldine? Je m'appelle Géraldine, je suis psychologue et psychothérapeute. Je travaille en cabinet de consultation dans le Brabant wallon, du côté de Genappe. Et j'ai créé il y a peu un programme d'accompagnement en ligne des troubles du comportement alimentaire. Ok. Trouble du comportement alimentaire, TCA, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi un trouble du comportement alimentaire? Si on devait vulgariser, en tout cas utiliser des mots simples pour pouvoir expliquer qu'est-ce que le trouble du comportement alimentaire, qu'est-ce que tu auras envie Ouais. de dire? Alors tout à fait, c'est difficile justement de vulgariser parce que souvent, pour les troubles du comportement alimentaire, les gens entendent les troubles classiques, on va dire, comme Mhm. l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie. Et on constate de plus en plus que beaucoup de personnes ont des troubles du comportement alimentaire un tout petit peu différents. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont moins graves, Mhm. mais ils sont peut-être un petit peu moins marqués. On constate aussi que beaucoup de personnes switchent d'un trouble alimentaire à un autre, Ok. donc peuvent passer d'une anorexie à une boulimie ou d'une boulimie à une hyperphagie. Et Mhm. donc c'est vraiment super important de prendre en charge l'ensemble des expressions du trouble du comportement alimentaire. D'accord. Donc ça veut dire que c'est pas un trouble, c'est trouble au pluriel, c'est ça? Enfin, il y a des Oui, c'est sous-types, des plutôt, comme je sous-catégories. disais, des C'est ça, expressions, des des expressions. processus psychologiques. Ok. Les expressions principales, en fait, c'est les personnes qui ont des préoccupations importantes pour leur corps ou pour leur alimentation. Mhm. Des personnes qui ont mis en place tout un tas de restrictions, soit des restrictions réelles ou des restrictions cognitives, donc Mhm. des règles finalement qu'elles se dictent et qu'elles s'obligent à suivre ou qu'on Mhm. leur a dictées et qu'elles se sont obligées à suivre. Et puis, on a parfois chez certaines personnes, pas chez toutes, des comportements aussi à risque, Mhm. comme des vomissements provoqués, l'utilisation de laxatifs ou le sport à outrance. Mhm. Ça, c'est pas forcément chez tout le monde, mais en tout cas, ça peut faire partie des différentes D'accord. expressions. En termes de prévalence, ça touche combien de pourcentage? C'est malheureusement énorme, C'est beaucoup? puisqu'on a plus ou moins 10% des femmes qui présentent à un moment donné de leur vie un trouble du comportement alimentaire. Mhm. C'est C'est un plus trouble marqué qui chez est les femmes essentiellement que les féminin, hommes? tout à Ok. fait, oui. On a seulement 1% de prévalence chez les hommes, Mhm. principalement chez les sportifs de haut niveau. Mais chez les femmes, ça touche vraiment tous les profils. Ok. Euh, Ça peut se matérialiser comment dans la vie d'une personne qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire? Tu disais tout à l'heure des choses, peut-être des dictats, des choses qui ont été peut-être euh, des phrases peut-être qui ont été à répétition et qui ont dire voilà il faut manger absolument beaucoup plus de légumes que de féculents, des choses comme ça. Comment ça peut se matérialiser dans la vie d'une personne C'est-à-dire fréquente? que justement, il y a des troubles alimentaires qui sont très visibles, où Mhm. les personnes vont par exemple perdre énormément de poids, donc l'entourage s'inquiète, on va voir des médecins, etc., etc. Ok. Où il y a aussi des personnes qui ont du coup un surpoids dû à leurs troubles du comportement alimentaire. Mhm. Et puis il y a ce que j'appellerais les troubles du comportement alimentaire un peu plus invisibles, puisque il se passe vraiment au niveau des pensées, des cognitions, mais ce qui ne veut pas dire que la souffrance est moindre, puisque ces personnes-là vont vraiment passer leur journée à penser à la nourriture, à penser à leur poids, à penser que si elles mangent tel aliment, elles vont grossir, ou que si elles mangent tel aliment, elles ne peuvent pas manger un autre aliment le soir même. Mhm. Et donc c'est vraiment une guerre psychologique finalement, un enfer mental pour ces personnes-là aussi. Et celles Mhm. qui ont justement un poids, on va dire, normal, qui n'est pas inquiétant, Mhm. finalement, ont parfois plus de mal à se rendre compte qu'il y a un problème, à consulter, à demander de l'aide. C'est un peu plus compliqué pour ces personnes-là. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé, la psychologie était un vaste domaine, qu'est-ce qui t'a poussé toi personnellement à pouvoir accompagner des personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire? Alors, c'est un trouble qui m'a toujours intéressée, mais Mhm. ce qui a joué principalement, c'est que je pense que quand j'ai pu rentrer dans le vif du sujet lors de mon 3e cycle en psychothérapie, je me suis rendu compte en écoutant justement toutes les expressions, tous les symptômes Mhm. d'un trouble du comportement alimentaire, que j'en avais sans doute vécu un moi-même et qu'il était toujours très très enfoui, très sous-jacent.
Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir en sortir. Donc, j'ai moi-même entrepris une thérapie pour mon trouble du comportement alimentaire. Et j'ai trouvé ça formidable, finalement, de se dire qu'il y avait moyen de changer ça. En fait, j'étais persuadée que c'était juste normal, en fait. Ma façon de penser était juste normale et que tout le monde pensait comme ça, en fait. Que tout le monde, quand il mange un hamburger, se dit le lendemain, je vais manger de la soupe. Or, c'est pas le cas et c'est un trouble. Et donc, voilà, quand j'ai été guérie de ça, je me suis dit que j'avais envie d'aider les autres aussi. Ok. Et donc, c'est un message aussi d'espoir aux personnes peut-être qui souffrent actuellement d'un trouble du comportement alimentaire. C'est quelque chose dont on peut sortir. On peut en sortir. J'ai tendance à parler plus de rémission que de guérison, même si je viens d'utiliser l'autre terme, parce que je pense que les personnes qui ont un TCA restent des gens fragiles par rapport à la nourriture et par rapport aussi à tous les changements corporels. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement corporel qui va s'imposer à eux, que ce soit dans le cadre d'une grossesse ou dans le cadre voilà, d'une perte de poids ou d'une prise de poids pour une raison X ou Y, les personnes sont très très susceptibles de reflancher et de rebasculer dans le trouble du comportement alimentaire. Donc dans l'accompagnement qu'on fait avec ces personnes, c'est important de leur expliquer comment fonctionne leur trouble pour qu'elles puissent aussi détecter les signes avant-coureurs d'une rechute avant que celle-ci soit vraiment trop grave. Ok. Avec notre monde qui évolue, avec notamment les réseaux sociaux et un peu les concepts de beauté sur les réseaux sociaux, du corps parfait, etc., autant pour les femmes, mais je pense aussi pour les hommes, ça c'est quelque chose qui se véhicule beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, que toi, tu vois évoluer ça? Tu as de plus en plus de demandes et tu vois que les gens, justement, ont comme repère ou comme... ouais, que c'est ça, comme objectif d'avoir absolument le corps de cette personne qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui se marque avec le temps? C'est clair que ça n'aide pas du tout. Les réseaux sociaux, avec, comme tu dis, ces images de corps parfait, d'idéaux à atteindre, comme ça, c'est vraiment très, très compliqué. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en consultation. Oui, mais je voudrais être comme elle ou je voudrais peser autant de kilos. Les gens oublient souvent quand même aussi que toutes ces photos, toutes ces vidéos sont retouchées. Je pense que pour un professionnel de l'image, tu sais de quoi on parle. Et donc, voilà, c'est toute une prise de conscience aussi avec ces personnes de pouvoir leur dire, finalement, est-ce que cette réalité est une réalité? Est-ce que ça existe? Et puis, surtout, qu'y a-t-il derrière cette réalité? Est-ce que ces personnes-là sont bien dans leur tête? Est-ce que ces personnes-là sont en pleine possession de leurs moyens au niveau faculté mentale? Est-ce que ces personnes-là ne souffrent pas, elles aussi, peut-être, d'un trouble du comportement alimentaire derrière toutes ces photos parfaites? Donc ça, c'est vraiment des questionnements qu'il y a. Ce qui me rassure quelque part, c'est que tout doucement aussi, on commence à avoir de plus en plus sur les réseaux quand même une démarche vraiment opposée, à savoir qu'on parle quand même de plus en plus des troubles du comportement alimentaire. Donc je pense que ça devient moins tabou. Ça devient moins tabou. Les gens pensent que, voilà, qu'il est possible d'avoir de l'aide, sentent qu'ils peuvent avoir de l'aide. Il y a beaucoup de réseaux aussi de gens qui se soutiennent, de communautés, en fait, finalement, de jeunes femmes qui parlent entre elles de tout ça et qui peuvent partager. Donc, voilà, ça, c'est le point positif. Il va falloir juste qu'on puisse changer les feeds de chacun. C'est ça. C'est vrai que on va passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour envie de se dire, tiens, je ressemble pas finalement entre ce que je vois et qui je suis. Il y a quelquefois une Et finalement, il y a différence. une métaphore que j'aime bien, qu'un de nos professeurs nous avait proposé en formation. Il disait... imagine que tu as un aspirateur chez toi et que tu es super content de ton aspirateur. Tu ne penses pas du tout changer d'aspirateur. Tu l'as acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais si tous les jours, sur tes réseaux, on te propose un nouvel aspirateur formidable, merveilleux, qui aspire encore mieux, qui filtre les bactéries, qui rend ta maison magnifiquement propre, si tous les jours, tu as une vidéo à propos de cet aspirateur, il est possible qu'en fait, finalement, tu l'échangerais bien contre le tien, alors que le tien te satisfaisait amplement. Et il va très bien. Et donc, voilà. Et donc, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que vu qu'on est matraqué d'images de corps parfaits, merveilleux, etc., même notre corps qui remplit finalement bien sa mission, on se dit, tiens, je changerais bien pour quelque chose de mieux. Ok. Dans les personnes qui viennent Est-ce que l'étape avant d'aller demander de l'aide, est-ce qu'il y a forcément une prise de conscience et finalement arriver à ce que les personnes puissent identifier et
qu'il y a quelque chose qui est soit dysfonctionnel ou qui est pathologique et qu'ils ont besoin de se faire accompagner, Ouais. où il y a un travail aussi finalement, je veux dire, d'amorçage à faire et qui est une prise de conscience pour dire, OK, là, il y a quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre de la normale, Ouais. et que là, j'ai besoin de pouvoir me faire accompagner. Mais c'est une des raisons aussi qui me pousserait à dire que c'est important de consulter un professionnel de la santé mentale, parce que établir un diagnostic de trouble du comportement alimentaire, c'est un réel diagnostic. Ça se fait pas sur un... Voilà, ça se fait pas sur ça une se fait pas sur impression, ça se fait pas non, sur bien sûr. 2 minutes. Il y a des questionnaires qui existent, C'est ça. il y a vraiment des outils Des validés scientifiquement. Et donc, notamment, ça, c'est des outils que je propose aussi dans le pack prise de conscience que je propose aussi aux personnes pour vraiment qu'elles puissent faire un petit bilan, une première prise de conscience, un premier bilan de comment elles se sentent par rapport à leur corps, par rapport à leur alimentation, par rapport à leur vie quotidienne, comment ce trouble vient ou pas impacter leur vie de tous les jours. Je propose aussi un appel découverte, moi, parce que je trouve ça important. Dans un processus thérapeutique, c'est super important aussi de faire confiance à la personne avec qui on va travailler et qu'il y a un bon feeling qui s'installe. Et je trouve que ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Non, c'est ça. Et avant de Et s'engager, donc, de se dire, voilà, et ça donc travaille je pense que d'humain à humain. ces 2 étapes-là, elles sont importantes avant de se dire, voilà, je vais m'engager dans un processus d'accompagnement de 20 semaines. En tout cas, l'accompagnement que je propose, moi, c'est un accompagnement qui est sur 20 semaines, voire un peu plus, si les personnes ont besoin de plus. Et donc, clairement, je pense qu'il faut être au courant de ce à quoi on s'engage, mettre toute son énergie là-dedans et être accompagné par quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne peut-être qui écoute ce podcast et qui se questionne en ce moment et qui aurait bien envie de pouvoir prendre son téléphone pour appeler peut-être un thérapeute, un expert en santé mentale, mais qui n'ose pas encore pouvoir le faire? Il y a quelque chose là qui crée de la résistance, que si tu avais un petit message à pouvoir passer à une personne qui n'ose pas encore franchir le pas, tu lui dirais quoi? Moi, je lui dirais de ne pas hésiter parce que d'abord, les troubles du comportement alimentaire, comme on vient de le dire, sont beaucoup plus fréquents que ce qu'on pense. Donc, je pense que elle n'est pas seule. Il y a plein d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'elle. Et puis, ça n'engage à rien finalement de juste pouvoir discuter avec quelqu'un, pouvoir faire le point. Et peut-être que ça pourra aussi la rassurer parce que si elle ne souffre pas d'un trouble du comportement alimentaire, ce sera important de pouvoir lui dire aussi. Donc je pense que c'est intéressant et il faut du courage pour le changement, c'est certain. Donc mais après, c'est que du bonheur. Ok. Parlons de ce que tu as développé ici dernièrement. Donc, on a compris, tu fais de l'accompagnement en présentiel, accompagnement individuel. Est-ce qu'il y a aussi de l'accompagnement de groupe et puis parler plutôt du côté en ligne? Alors au niveau du groupe, ça fait partie de mes projets 2024, on va dire. Ok, c'est dans les petits papiers. J'aimerais beaucoup pouvoir faire des groupes de soutien, des groupes de parole. Il faut encore que je trouve l'endroit où je vais pouvoir le faire. En fait, c'est plus une question pragmatique qu'autre chose. J'ai aussi le petit rêve bientôt réalisé, à mon avis, d'un week-end aussi, d'un week-end de partage comme ça entre les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire avec différentes activités orientées vers le bien-être et vers l'exposition à toutes leurs difficultés finalement. Donc ça, j'espère qu'on pourra en reparler un jour. Actuellement, donc effectivement, j'ai mes consultations qui sont des consultations classiques en présentiel avec les personnes. Et puis ce nouvel accompagnement en ligne, l'idée c'était vraiment d'abord de pouvoir élargir le public parce que y a des personnes qui n'habitent pas forcément à côté de chez moi ou qui n'ont pas la possibilité non plus de se libérer toutes les semaines. C'est important en fait, la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, elle est assez intensive. Donc c'est une thérapie relativement brève mais très intensive. Et donc, les personnes qui ne savent pas forcément venir toutes les semaines chez moi, mais parfois sont bloquées à ce niveau-là de la demande d'aide. L'accompagnement en ligne, en fait, c'est vraiment un mix, un très bon mix entre des entretiens individuels, donc vraiment one-to-one, où j'essaye de comprendre vraiment le TCA de la personne, comment l'aider, quelles sont les facettes les plus importantes à travailler chez elle pour la faire progresser. Et puis la personne a aussi toute une facette plus autonome où elle va pouvoir visionner des vidéos psychoéducatives sur des thèmes bien précis que j'ai choisis au fur et à mesure de mon expérience avec les TCA. Il y a des thèmes quand même assez clés qui reviennent à chaque fois et qu'on réexplique à chaque fois aux patients. Donc l'idée, c'était d'avoir des supports pour
que ces personnes puissent les regarder et les revoir éventuellement si elles en ont besoin. Pour chercher aussi finalement l'autonomie et le revisionnage finalement des Ouais, informations tout à importantes pour fait. leur progression. Et puis elles ont aussi accès à des exercices écrits, mais des exercices de réflexion où elles doivent réfléchir à certaines choses à mettre en place, etc., qu'elles doivent me renvoyer. Et ce qui est très très important aussi, c'est que puisque les entretiens sont moins nombreux que dans un accompagnement classique, les personnes ont aussi des feedbacks de ma part tous les 3 jours au départ et puis toutes les semaines ensuite, pour vraiment se sentir accompagnées, soutenues dans leur quotidien et pas... C'est pas parce que c'est en ligne que je vais me retrouver seul derrière non, mon écran c'était pas d'ordinateur. du tout le c'est but parce ça. que je pense que ça fonctionnerait pas. Est-ce qu'il y a ce côté aussi communautaire, entraide en groupe et de partage? Pour l'instant, pas Pas pour l'instant, encore. ok. J'y réfléchis. Maintenant, il faut mettre beaucoup de guidelines pour ce genre de choses parce qu'on parle quand même d'un problème de santé mentale et que malheureusement, les troubles du comportement alimentaire peuvent aussi s'encourager l'un l'autre. Ok. Donc Voilà, ça demande de d'être manière bien non balisé. consciente. Oui. Donc, ça demande d'être bien balisé. Ça demande que tout le monde soit OK avec les règles du groupe. Donc, voilà, encore à réfléchir. À réfléchir. Ok, c'est super. Si t'es d'accord qu'on puisse jouer un petit jeu? Oui. Je te pose quelques questions. Une question égale une réponse en un mot. Ok, Ouais. c'est assez simple. Si tu devais définir ton projet professionnel pour l'année dernière, quel qualificatif tu pourrais, quel mot pourrait mieux définir ton projet professionnel l'année dernière? Rêve. Ok. Quel mot pourrait le mieux définir à présent ton projet professionnel cette année? Il doit être différent du mot d'avant. Réalité. Ok. Et un mot pour définir ton projet professionnel dans les 10 prochaines années? Plus difficile. C'est plus dur. La vision, s'il y avait quelque prochaines chose à... années, développement. Ok. Une couleur qui peut se rapporter à ton projet? Le vert émeraude. Le vert émeraude. Un style de musique? Très très compliqué ça. Un style de musique. Une ambiance musicale ou un style ou un titre en particulier? Si tu dis, voilà. c'est ce J'y crois titre-là. encore. J'y crois encore. Ok. C'est Lara Fabian? Lara Fabian. Ok. J'hésitais avec Mylène Farmer ou Lara Fabian, mais c'est... Lara Fabian. Ok. Ta plus belle force? La persévérance. Ta plus grande valeur? La bienveillance. Ok. Ton pire défaut? Perfectionniste. Ton pire cauchemar? Ne pas être aimé. Ça doit rester du trouble alimentaire. Ok. Top, merci d'avoir joué à ce petit jeu. Peut-être est-ce que, pour conclure ce podcast, il y a encore quelque chose qu'on n'a pas discuté ici qui mériterait d'avoir un échange sur ton activité, tes services, ou sur le thème des troubles du comportement alimentaire. Et puis on clôturera par les endroits sur lesquels on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il resterait à dire? Vraiment, comme tu disais, ce message d'espoir, je pense que c'est assez peu connu, le fait qu'il existe des thérapies pour soigner ce genre de problématiques. Donc ça, voilà, j'essaye de le diffuser le plus possible, mais voilà, c'est pas encore tout à fait au top niveau. Donc voilà. Tu participes aussi à quelque chose qui est finalement... Il y a le côté prise en charge, mais il y a le côté informé aussi. Tu disais, voilà, ça va peut-être mieux qu'il y a 10, 15, 20 ans. Voilà. On commence à plus en parler, mais il y a certainement encore du travail. C'est une mission que je me suis donnée parce que justement, via les réseaux, etc., je pense que si on peut contrebalancer la tendance générale avec des informations sur l'aide qui est disponible, avec les croyances qui sont fausses, je pense que voilà, ça peut faire que du bien. Cool. On peut te retrouver sur quels réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un site internet? Comment on peut découvrir ton travail ou prendre contact avec toi, tout simplement? Mais donc, il y a une page Facebook, une page Insta. Tu changes aujourd'hui, tout simplement. Okay. Et pareil pour le site internet, tuchangeaujourd'hui.be. Tuchangeaujourd'hui.be. C'est aussi le site sur lequel on va retrouver la plateforme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se faire accompagner. Ils ont accès vraiment à une plateforme privée avec un identifiant, un mot de passe. Et c'est là-dessus qu'ils vont retrouver leurs vidéos, leurs exercices. À préciser aussi que les exercices sont vraiment donnés en fonction de la personne, quoi. C'est pas un copier-coller pour chaque personne. Donc, c'est quelque chose de très personnalisé, de dire, ok, c'est pas... Et tu l'as dit, c'est un
c'est très complexe et finalement, il n'y a pas une façon de faire. Et pour les personnes qui souhaitent adapter, me quoi. voir en vrai, Oui. c'est tout à fait aussi possible malgré C'est ça. l'accompagnement. C'est juste qu'il faut qu'elle se déplace jusqu'à chez moi. Mais voilà, Est-ce que tu peux c'est situer, du coup, faisable géographiquement, aussi. tu consultes? Ah ben, c'est les personnes qui viennent chez moi, donc Brabant Wallon, Ok. c'est là que je suis, mais après, ça dépend de la motivation de chacun à se déplacer. Oui, Sinon, c'est ça. Mais voilà, après, il y a toujours moyen il y de le a faire en plusieurs formules visioconférence. qui sont Au moins une possibles. bonne chose que le Covid nous a apporté. C'est ça, ouais. Voilà. Super. Et l'endroit de contact, est-ce qu'il y a un canal préférentiel de contact pour mail, téléphone, site internet directement? Vraiment au Au choix. choix. Il y a une adresse mail Mhm. info@tuchangeaujourd'hui.be Ok, qui est peut-être voilà, la première porte d'entrée, mais je réponds aussi super facilement via mes réseaux sociaux, donc il ne faut pas hésiter. super. Est-ce que tu as une citation pour conclure le podcast? Est-ce qu'il y a une citation que tu affectionnes particulièrement et qui pourrait faire le lien avec ce qu'on a discuté? Alors là, tu me prends au dépourvu. J'en ai plein. Mais, Ah, bon, il faut en sélectionner. Ou un top 3. oui, mais je ne les connais pas par cœur, Ah c'est non, surtout non, ça. non. Mais tu peux réinterpréter, hein, si on va Oui, citer l'auteur. plutôt l'idée qui n'essaie rien à rien, que je pense qu'il Ok. faut oser, il faut Mhm. tenter. Je pense que le programme aussi, c'est un peu là-dessus que je me suis basée en me disant, tu as envie de le faire, fais-le, on verra bien ce que ça donne. Et pour l'instant, bah, voilà, ça a l'air de plaire et ça a l'air Mhm. de susciter l'intérêt. Donc, je suis vraiment super contente. Mhm. Mais c'est pareil, en fait, quand on a un trouble du comportement alimentaire, il ne faut pas juste dire qu'on va continuer à vivre comme ça. Il faut peut-être se dire qu'on peut essayer de changer. Mhm. Et puis, il y a de fortes chances que ça fonctionne. C'est top. Pour avoir vu aussi, parce que tu viens tourner ton programme ici de formation, donc je trouve aussi que il y a rien de culpabilisant et justement tu vas accompagner les personnes étape par étape et justement tu disais parce que mon job c'est aussi de comprendre ce qu'elle peut vivre et de le faire vraiment par gradation, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ça demande de l'exposition. Je suppose qu'aussi, enfin voilà, si on traite une phobie des araignées, la première étape, c'est pas de prendre l'araignée dans sa main, on est Non, d'accord, hein. vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, on va y aller étape par étape. Et donc, Exactement. je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très, très humain chez toi qui fait que voilà, tu vas te mettre à la place d'eux et essayer au maximum, pas dire, mais c'est ça, dans le côté. Tu sais d'où ça vient le mot accompagnement? Non, Non, je ça vient suppose du que mot. toi, tu sais. Oui, mais c'est ça, parce que du coup, je me suis beaucoup intéressé au mot accompagnement qui a beaucoup de sens. Ça vient du mot compagnon, la racine latine, ça veut dire manger son pain avec quelqu'un. Tu vois, tu dis, il y a quelque chose de très. Ça se prête super bien en trouble du comportement alimentaire, ça, manger son pain. C'est ça, manger que son pain avec quelqu'un. Mais c'est un co-travail. Et donc, finalement, c'est ça. C'est l'idée de voilà, l'un a besoin de l'autre et donc c'est un travail avec des objectifs aussi en Mais ça, commun. c'est déjà un peu la tu vision vois. des TCC, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont l'image du psychologue qui écoute et qui n'intervient pas. On a encore beaucoup ce schéma-là et beaucoup de gens hésitent à venir voir un psychologue pour une demande d'aide, peu importe le trouble, parce qu'ils ont toujours peur voilà, de ne pas avoir de retour. Ouais. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui me tient super fort à cœur depuis que je suis psychologue, c'est d'avoir vraiment une collaboration avec la personne. Moi, j'explique toujours aux gens que je n'ai pas de baguette magique, je ne sais pas les soigner sans leur aide, mais eux, ils ne doivent pas attendre tout de moi non plus. C'est ça, chacun doit faire son 50%. Voilà. Quoi. Donc, eux sont experts de leur vie et de leurs pensées, de leurs souffrances. Et moi, je suis experte plutôt des processus psychologiques. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de s'apporter l'un l'autre, de collaborer, de pouvoir interagir pour trouver, comme tu dis, le meilleur chemin, la meilleure façon d'arriver à l'objectif. Ok, super. Merci beaucoup pour ce podcast et n'hésitez pas à pouvoir aller découvrir le travail de Géraldine et aller suivre tout ce qu'elle propose. En tout cas, belle continuation à toi et à très vite. Merci. Salut.